Alors, les orateurs précédents ont largement posé le problème des délimitations, et nous savons bien que dans cette région, on attend les délimitations comme un facteur de paix, de stabilité et surtout de possibilité de développement. Pour l'instant, les délimitations n'ayant pas été faites, les incidents se multiplient, ils peuvent se multiplier. À propos d'une nouvelle activité d'exploration ou d'exploitation des hydrocarbures, un État qui n'est pas d'accord, et en l'occurrence c'est la Chine, vient et quelquefois par la force dit non, non, vous n'êtes pas chez vous, ça n'est pas votre zone économique exclusive ou votre plateau continental, et les délimitations n'ayant pas eu lieu, la question reste en suspens. C'est pour la pêche sans doute que c'est au quotidien le plus difficile, car là encore, faute de délimitation, les droits de pêche sont entre les mains du plus fort. Alors, les délimitations sont problématiques, cela tient à de nombreux facteurs, mais cela tient essentiellement à l'indétermination qui pèse sur le statut des très nombreuses îles qui se trouvent dans cet espace, certaines se trouvant très loin de la côte, et donc ça n'est plus seulement la souveraineté sur les terres continentales qui va déterminer la délimitation des surfaces maritimes, les îles vont jouer un rôle. Alors je vais laisser de côté la question des délimitations ou celle de la validité juridique de la notion de droits historiques qu'Éric Franks dont il a parlé tout à l'heure. Je vais me concentrer dans cette brève intervention sur la question préalable, qui est la question du statut des territoires insulaires. Tant que cette question-là n'est pas réglée, le reste ne peut pas être réglé. Alors, les îles, Alain Oberdian et Patrice Geron l'ont rappelé tout à l'heure, les îles forment des groupes unis sous un même nom, ça, ce ne sont pas des archipels au sens du droit international, mais les Paracels, les Spratleys, les Pratas sont des ensembles. Et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était des îlots inhabités, particulièrement inhospitaliers, fréquentés seulement à certaines périodes de l'année par des pêcheurs saisonniers. Ces îlots n'ont été l'objet d'un intérêt international de la part des diverses puissances qu'à partir de l'entre-deux-guerres mondiales, et aujourd'hui ils sont l'objet de convoitises multiples et d'occupations de fait. Pour le moment, la situation est basée entièrement sur le rapport de force, la plupart des États espérant tirer parti du fait accompli. Donc on est dans une situation de grand danger. Et d'autant plus que le déséquilibre entre les États en présence est flagrant. La Chine est une très grande puissance, une puissance militaire montante, les budgets d'armement dans le domaine naval expriment ses ambitions, personne n'a d'illusion là-dessus. Les autres pays riverains sont d'importance bien moindre. Le Vietnam revendique ses îles et rappelle avec force le titre qu'il détient de périodes antérieures, mais plus récemment, les Philippines, la Malaisie et même le Sultanat de Brunei affirment leur implication dans ce dossier. Alors, ces États ont occupé quelques îles, et ils font également un gros effort d'armement, même si c'est sans commune mesure avec celui de la Chine. Et puis il y a les États-Unis, qui n'ont aucune prétention territoriale dans la région, mais dont la marine reste quand même par là, et qui sont à la fois craints par la Chine et courtisés par les autres pays qui voient en eux un élément d'équilibre contre la Chine. Quant aux Spratleys, elles ont fait l'objet en 1933 d'une prise de possession tout à fait officielle par la marine française, en conformité avec le droit international et accompagnée d'une notification aux autres États. Ensuite, après le départ de la France, elles ont été administrées par le Vietnam, qui s'est présenté comme successeur au droit établi par la France. Mais en 1956, la Chine nationaliste a occupé, là encore par une opération militaire, l'un des îlots nommé Itu Apa. Cet îlot avait d'ailleurs déjà fait l'objet d'une incursion chinoise en 1947, mais dès 1950, suite aux événements de 1949 en Chine, il avait été abandonné. Donc c'est la Chine nationaliste qui revient en 1956. La République populaire de Chine, elle n'avait jamais occupé aucune partie des Spratleys lorsqu'elle y a pris pied en 1988, après une attaque navale, là encore extrêmement violente, contre le Vietnam. Il a été rappelé tout à l'heure qu'il y avait eu 70 morts. Et depuis cette date, relativement récente, elle occupe quelques îlots. Les Philippines ont marqué un intérêt pour les Spratleys après la Seconde Guerre mondiale, et la Malaisie est intervenue dans quelques îlots à partir de 1980. Alors il est vrai que ce que l'on désigne comme les Spratleys, parce que le cas des deux groupes est différent, est d'une étendue très vaste, ça a été rappelé, qui comprend de véritables îles, mais aussi des îlots, des bancs de sable et au fond des courants. Et alors les convoitises sur cette région
ont amené les États à s'emparer de très petites configurations insulaires, parfois immergées de parties glanées, et à les façonner, c'est-à-dire à les bétonner, par des interventions considérables qui ont transformé de simples récifs en territoires militarisés et habitables. Ce qui complique encore le problème juridique pour après et pour les délimitations, parce que le régime de ces terres n'est pas le même selon que ce sont de vraies terres habitables. Ça a été rappelé à l'instant. Il peut y avoir des droits soit simplement sur une mer territoriale, soit des droits plus étendus. Alors, le règlement de cette question de souveraineté, c'est l'enjeu préalable et capital de la paix dans la région. Et il y a deux manières d'aborder le problème. La manière politique, qui est conditionnée par l'élément militaire, et la manière juridique. Et nous savons bien, pour l'instant, c'est la dimension politico-militaire qui prévaut, avec tous les dangers que cela représente. L'intérêt que j'apprécie beaucoup, que représente la rencontre d'aujourd'hui, tient à ce qu'elle privilégie ce matin l'approche juridique. Et alors on remarquera que tous les États concernés, notamment la Chine, sont membres de l'Organisation des Nations Unies, elle fait même partie des membres permanents, et sont liés entre eux par les engagements qu'ils ont pris à ce titre. Selon l'article 2, paragraphe 4 de la Charte, les acquisitions de territoire par la force sont illégales et ne peuvent jamais fonder un titre juridique reconnu. Toujours selon la Charte, l'article 2, paragraphe 3, les États doivent régler leurs différends par des moyens pacifiques. Et l'article 33 indique les modes de règlement pacifique possibles. Négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage. Alors, un relatif progrès sur ce dossier sensible a été enregistré en 2002 avec le code de conduite entre les États de la région, qui semble écarter, enfin ce n'est pas de garantie véritable, enfin qui semble écarter de nouvelles interventions militaires. Parce que la Chine a imposé que les négociations soient uniquement bilatérales, ce qui est évidemment à son avantage, et d'autre part, l'idée même de négociation est biaisée dans la mesure où la Chine prétend, en préalable, que les territoires insulaires des Paracels et des Spratly notamment sont sous sa souveraineté depuis les temps immémoriaux, d'ailleurs selon les déclarations chinoises remontent plus ou moins loin, et que la zone maritime de la mer de Chine du Sud relèverait de droits historiques chinois, dont, comme Éric Franck l'a rappelé, elle n'indique pas l'origine, mais qu'elle concrétise sur la carte par le fameux tracé de la langue de bœuf. Alors moi je m'étais livré à cet exercice sur ce dossier il y a déjà longtemps. J'avais publié mes conclusions dans un ouvrage qui est paru en français en 1996, avec une version en anglais en 2000. Et j'ai continué depuis de suivre ce dossier en restant ouverte à tout élément nouveau qui pourrait venir modifier les conclusions auxquelles j'étais arrivé alors. Mais je remarque, depuis, ça fait quand même un bon bout de temps, je remarque que le débat reste davantage dans la sphère politique que juridique. Malheureusement, comme vous le savez sans doute, la juridiction internationale n'est pas obligatoire et les tribunaux ne sont saisis, les tribunaux internationaux, que si les deux parties à un différend acceptent de se soumettre à ces tribunaux. En sorte que le droit international, pourtant à même de fournir les éléments d'une solution pacifique, s'efface au profit de la politique tant que les États en décident ainsi. Et pourtant, on ne peut vraiment que souhaiter, devant ce conflit qui s'éternise, que la Cour internationale de justice soit saisie. La France avait proposé à la Chine, première fois en 1937, une seconde fois en 1947, et il semble que certains États de la région, le Vietnam notamment, seraient décidés à le faire, mais la Chine ne cache pas son hostilité, que je trouve tout à fait regrettable, à cette solution. Alors la haute juridiction, qui est l'organe judiciaire des Nations Unies, connaît notamment depuis les décolonisations, et compte tenu de tous les conflits territoriaux qui ont surgi entre les États après le retrait des colonisateurs, la Cour connaît une activité très soutenue dans ce domaine des conflits territoriaux. De très nombreux pays d'Afrique, et d'Amérique latine avant, ont accepté de soumettre leurs différends à la Cour internationale. Et donc la Cour a développé à travers ses affaires, mais à travers bien d'autres aussi, une jurisprudence très riche. Le droit international présente désormais une véritable boîte à outils pour le règlement des différends territoriaux. Eh bien, la première condition à l'ouverture véritable d'une négociation, c'est la condition nécessaire à la saisine d'un tribunal international, c'est que les parties reconnaissent qu'il y a un différend entre elles. Et alors sur ce point, les choses ne sont pas claires parce que la Chine a fait une marche arrière. Elle ne reconnaît plus l'existence d'un différend. Elle prétend que sa souveraineté sur ces îles n'est pas négociable. Et pourtant, si l'on remonte un peu plus loin dans le temps, on trouve en septembre 1975
donc après la prise des Paracels par la Chine, au cours d'une entrevue entre le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Lê Duan, et le vice-premier ministre chinois qui était Deng Xiaoping, une déclaration de ce dernier par laquelle il reconnaît qu'il existe entre les deux États des litiges concernant les archipels Paracels et Spratlys. Il consiste, c'est la première étape, à rechercher s'il y a un titre originaire établi au profit de l'un ou l'autre des protagonistes. Et ce titre originaire peut être soit de nature conventionnelle, soit de nature non conventionnelle. Nature conventionnelle, ça veut dire qu'il y a eu un traité qui a reconnu entre les États partis la souveraineté de l'un ou de l'autre sur le territoire. Alors la Chine avait tenté à un moment de soutenir que le traité sino-français du 26 juin 1887, qui réglait la frontière entre la Chine et le Tonkin, lui aurait reconnu des droits sur les îles lointaines. Bon, c'était une prétention extravagante, parce qu'en réalité, il y avait une ligne, mais qui ne concernait que le golfe du Tonkin et les îles du golfe du Tonkin, mais le texte disait les îles qui sont à l'est de cette ligne sont à la Chine et à l'ouest sont à la France. Et à partir de là, la Chine disait, ben, toutes les îles qui sont à l'est de cette ligne, même si c'est très très loin, sont à moi. Elle a abandonné cette position, parce que finalement ça n'était pas son intérêt, il y avait d'autres éléments qui sont entrés en compte. Donc il n'y a pas de traité. Quand il n'y a pas de traité, il faut rechercher le cas de terres qui étaient originairement inhabitées, voir si un État a établi sa souveraineté selon les règles du droit international. Mais ce droit international a évolué avec les époques. Il est aujourd'hui plus exigeant que dans le temps. Il faut, et on a admis ça dès le XIXe siècle, que pour qu'un État puisse se prévaloir de la souveraineté, non seulement il ait découvert le territoire concerné, mais qu'il ait effectué des actes d'administration, qui sont les signes du pouvoir régalien. Et il y a eu l'arbitrage célèbre de Max Huber dans l'affaire qui a opposé les États-Unis et les Pays-Bas pour l'île de Palmas. Donc il faut un investissement complet de l'État, avec la formule latine de l'animus dominandi, l'intention de souveraineté, mais des actes matériels d'administration. Alors, si on regarde les deux protagonistes les plus impliqués dans cette affaire, c'est-à-dire la Chine et le Vietnam, il faut voir quelles sont les sources primaires et directes. Moi, quand je lis la littérature là-dessus, je vois toutes sortes d'auteurs qui font allusion à ce qu'a dit un tel, qu'il avait dit parce qu'il avait lu un tel, qu'il avait dit lui-même parce qu'il avait lu un tel ou qu'il avait rencontré un tel. C'est pas comme ça que marche le droit. Chaque fait avancé doit pouvoir être prouvé. C'est ça la démarche juridique. Si on dit que la France avait une garnison stationnée au Paracel à une certaine date, alors qu'il n'y avait aucune présence chinoise, c'est crédible si on dispose d'un rapport établi par les officiers français dans ce sens, et qu'on peut d'ailleurs trouver aux archives de la Défense. Lorsque des militaires, c'est une preuve, parce que lorsque des militaires font un rapport pour leurs supérieurs, ils écrivent la réalité, ne cherchent pas à faire de la propagande, c'est un rapport interne. Alors, pour ce qui est du Vietnam, quand on cherche sur ces bases-là, on voit bien comment s'est développé l'intérêt des empereurs d'Annam pour les Paracels et les Spratlys, qui est aujourd'hui quelque chose de prouvé. On trouve dans les archives disponibles la création des fameuses compagnies de navigation des empereurs et les mesures d'administration de ces îles qui ont été prises dès la fin du XVIIe siècle. Création de ces compagnies, ordre d'établir un cadastre des îles, ordre d'y planter des arbres, enfin de les administrer, d'y exploiter des ressources, prélèvement de taxes, etc. Et la NAM mène alors cette politique sans rencontrer d'opposition de la part des autres États de la région. Alors ensuite, lorsque la France coloniale prend le contrôle de l'Indochine, il y a eu une première période pendant laquelle elle a ignoré l'intérêt de ces territoires, et même elle ignorait leur lien avec l'État annamique. Les colonisateurs ne s'occupaient pas beaucoup de l'histoire locale. Mais à partir de 1932, la France exprime très clairement sa revendication, et elle l'exprime à la Chine, elle le dit. Elle reprend le titre de l'Annam, qui était sous son protectorat, le titre sur les Paracels. Et elle prend le relais d'administration, notamment lorsque le Japon commence à s'intéresser. Pour les Spratlys, elle prend possession officiellement en 1933, on a toutes les preuves. Alors le départ de la France de l'Indochine en 1954 laisse, comme nous le savons, le Vietnam divisé. C'est le Vietnam du Sud qui succède alors au droit qui avait été maintenu par la France et qui se trouve en charge des deux groupes d'îles sur lesquels il affirme sa souveraineté. La Chine, nous le savons, prétend à une possession, à une administration immémoriale. Mais elle ne fait de déclaration dans ce sens qu'à partir du XXe siècle. Et même à partir de cette date,
les documents disponibles, enfin moi ce que j'ai trouvé, hein, on travaille avec ce qu'on a, ne fournissent pas de preuve d'une présence de la Chine avant la Seconde Guerre mondiale. Elle connaît l'existence des paracels, mais ça, c'est une donnée géographique, ça n'est pas un titre de souveraineté. Elle connaît l'existence des îles, mais elle ne les administre pas. Quant aux Spratly, il y a des documents diplomatiques français qui montrent que dans les années 30, les autorités chinoises les situent mal et les confondent avec d'autres îles. Les cartes chinoises, dont la Chine se prévaut beaucoup, mais dont Eric Franck a rappelé que les cartes n'ont pas quand même un poids juridique dans cette question, mais les cartes chinoises n'indiquent ces archipels dans les possessions chinoises que très tardivement, après les années 30. Alors, le droit international manie, pour régler ces différends, les deux notions d'établissement du titre, mais ensuite de maintien du titre. Et pour cela, la notion que nous appelons entre juristes la notion d'effectivité est décisive. Pour se voir accorder le bénéfice de la souveraineté, un État doit prouver l'effectivité de sa présence et de son administration, et l'exercice continu de son autorité. C'est sur cette base que la Cour a attribué la souveraineté des îles contestées à la Malaisie, dans l'affaire de 2002 contre l'Indonésie. C'est encore la prise en compte des effectivités qui a amené la Cour à attribuer différemment les 3 îles contestées dans le litige entre la Malaisie et Singapour. Et naturellement, il faut qu'il s'agisse d'une administration paisible, car la prise de territoire par la force est rejetée par le droit international. De même, il faut ajouter encore que le droit international accorde peu de place, même s'il n'est pas toujours rejeté, à l'argument de la proximité géographique qui a été utilisé par les Philippines lorsqu'elles ont commencé à s'intéresser aux Spratly. Alors, les autorités chinoises font référence à de multiples preuves de leurs droits anciens sur ces îles, mais ils ne les livrent pas. Elles ne les livrent pas. Il est regrettable, dans ces conditions, qu'elles se refusent à une procédure internationale objective, avec la soumission du conflit à un juge international, aussi bien pour les paracels que pour les Spratly. Les États en cause, dans ce cas, seraient contraints à un débat loyal, avec production de toutes les preuves de leurs prétentions, et la situation pourrait être clarifiée. Toute alternative à cette solution est périlleuse, car elle contient les germes d'un conflit militaire. Merci.